La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la présence militaire américaine en Afrique. Il est intitulé « L'Africom renforce sa présence en Afrique de l'Ouest ». Pour en parler, il y a avec nous Ahmed Kateb, journaliste et actuellement chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chalfaoui. Bonjour, la bienvenue à vous Ahmed Kateb. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous serons également accompagnés dans ce numéro dédié à la présence américaine en Afrique par Mokhranay Touarabi. Bonjour Mokhranay Touarabi. Bonjour à Ahmed Kateb et à tous les auditeurs d'Ifriqiya. Bonjour messieurs, selon plusieurs sources médiatiques, la Côte d'Ivoire a donné son accord pour la création d'une base militaire américaine près de la ville d'Odiéné dans le nord-ouest du pays. Pour le moment, le gouvernement ivoirien n'a pas officialisé l'information. Mais pour beaucoup d'observateurs, la décision est désormais actée. Les détails concernant cette future base militaire ne sont également pas encore connus, mais cette emprise devrait constituer un nouvel avant-poste de l'armée américaine en Afrique de l'Ouest. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, c'est-à-dire l'Africom, a, rappelle-t-on, été contraint de redéployer son dispositif dans la région depuis que les autorités nigériennes ont exigé, en mars dernier, le départ des soldats américains du pays. La décision de Niamey a été prise au nom de la souveraineté nationale et des intérêts et des aspirations du peuple, selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie présidé par le général Abderrahmane Tiani. Un accord pour le départ des quelques 1000 soldats américains a été trouvé en mai entre Washington et Niamey. Le Niger a par ailleurs noué une alliance avec la Russie et a accueilli sur son sol des hommes de l'Afrika Corps, le nouvel dispositif russe en Afrique. Niamey était jusque-là un allié fiable de Washington en Afrique et occupait une place stratégique dans leur lutte contre le terrorisme au Sahel et au Sahara. Alors, Ahmed Kateb, je vais commencer par vous. Les États-Unis n'auront finalement pas attendu longtemps pour trouver une alternative à leur base au Niger. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi l'Amérique ou l'armée américaine a été chassée du Niger ? Oui, une petite genèse très rapidement. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, a eu lieu le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum au Niger. Mohamed Bazoum qui avait accueilli favorablement, ainsi que son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, l'idée de créer des bases américaines au Niger, notamment une base de drones à Agadez, dans le nord du pays, et une base de soldats, la base 101 à Niamey, la capitale du Niger. Donc ces deux présidents avaient renforcer la coopération militaire stratégique avec les États-Unis. Très bien. Après le coup d'État, les nouvelles autorités du pays, présidées par le général Abderrahmane Tiani, ont décidé de changer de fusil d'épaule, si je puis dire. C'est-à-dire, on chasse la France, donc l'ancienne puissance coloniale, on fait débarquer les soldats français, le contingent français, mais pas que. On fait suivre le départ des Français par celui des Américains, au nom justement de la souveraineté nationale et des aspirations du peuple, selon le communiqué du gouvernement du Niger. Ceci étant dit, mais stratégiquement, que cela signifie-t-il ? Cela signifie que Niamey est désormais dans une logique d'alignement sur les positions du Mali et du Burkina Faso, qui eux-mêmes s'alignent sur Moscou pour contrebalancer l'influence occidentale, franco-américaine. Ces trois pays viennent d'ailleurs de créer l'Alliance des États du Sahel. Justement, il y a quelques semaines, regroupés au sein d'une confédération. Ils ont annoncé le regroupement au sein d'une confédération et la création de contingents militaires communs
regroupant les trois armées pour lutter contre les groupes armés, contre les groupes terroristes, etc. Voilà. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'hégémon par un autre? Oui. Ça, c'est une question. Deuxièmement, ce vide stratégique laissé par les Français et les Américains, est-ce que les Russes pourront réellement le combler? Troisièmement, on parle d'un vide sécuritaire stratégique. Ou d'un vide sécuritaire tout simplement. En tout cas, c'est un vide. Et ce vide est stratégique. Oui. Étant donné la faiblesse des armées locales, étant donné l'absence d'armées ou de contingents extérieurs qui avaient prêté main forte aux armées locales dans le cadre de plusieurs programmes, Takuba, Serval, Barkhane, toutes les configurations possibles et imaginables créées et mises en place par les Français, par les Européens, par les Américains également. Et surtout par l'ONU aussi, parce qu'il y avait la MINUSMA. Jusqu'à l'année dernière, il y avait encore la MINUSMA qui était forte de quelques 12 000 hommes. Ce n'est pas rien. Alors, imaginez pratiquement 20 000 hommes qui quittent toute la région alors qu'ils prêtaient main forte aux armées locales. Donc, on voit qu'il y a réellement un vide. Et enfin, est-ce que le Niger est véritablement, et ça c'est une question, dans une consolidation de cette idée de réappropriation de sa souveraineté, ou est-ce que s'adosser sur l'Africa Corps ne constitue pas un talon d'Achille? On ne crée pas des conditions favorables à une ingérence plus grande d'un nouvel hégémon, c'est-à-dire la Russie. Très bien. Et Ahmed Kateb, les Américains n'ont pas tardé à trouver une alternative à leur base au Niger. Donc, officiellement, les Américains disposaient jusque-là de deux bases au Niger. La base 101 à Niamey et la base 201 à Agadez, qui abritaient jusque-là des drones Reaper. Des drones Reaper, tout le monde sait que ce sont des drones qui ont un large spectre d'intervention. Ils sont destinés, ils peuvent être utilisés pour différentes missions. Il a fallu à peine quelques mois pour qu'ils trouvent une nouvelle emprise en Afrique de l'Ouest. Alors, si vous permettez, Zinchafar, il y a un an, en septembre 2023, une réunion s'est tenue à Washington, avec pour soubassement le lancement d'un nouveau partenariat atlantique qui regroupe une trentaine de pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, d'Europe et d'Afrique. Donc, tous les pays riverains de l'océan Atlantique ont été conviés à Washington pour se réunir et lancer un partenariat atlantique prôné par les Américains. L'Atlantique pèse, selon la Banque mondiale, 1500 milliards de dollars chaque année en termes d'échanges, etc. Un chiffre qui pourrait doubler en 2030, d'ici 6 ans. Les Américains, donc, ont une stratégie de consolidation des relations avec les pays, notamment les pays africains, bordant l'océan Atlantique. Cela explique la dernière visite d'Anthony Blinken en janvier dernier, qui a visité le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. Donc aucun pays africain qui n'est pas riverain de l'océan Atlantique. Ou qui ne soit pas côtier. Très bien. Cela suppose une chose. Les Américains se désintéressent ou se désintéresseraient, restons au conditionnel, du Sahel central, c'est-à-dire les 3 pays qui constituent l'AES, qui est considéré comme un ventre mou, pour axer leur attention sur la côte ouest africaine. C'est un alignement stratégique
Donc on laisse les pays enclavés végéter, livrés à leur sort, etc., tout en axant tous leurs intérêts sur les États côtiers. La Côte d'Ivoire est devenue une pièce maîtresse, justement, et ce qui explique l'accord donné par Alassane Ouattara pour le transfert de la base du Niger vers la Côte d'Ivoire. Très bien, mais justement, vous me tendez la perche pour poser une question particulière à notre ami Mokrana et Touarabi. Alors, nous savons tous que les États-Unis entretiennent d'excellentes relations avec de nombreux pays africains côtiers. Et parmi ces pays, il y a le Sénégal, où il dispose aussi d'emprises militaires. Il y a le Nigeria. Il y a aussi la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi justement, alors Ahmed Kateb vient de donner quelques éléments de réponse, pourquoi les États-Unis, le Pentagone, plus précisément, a jeté son dévolu sur la Côte d'Ivoire En fait, pour abriter une nouvelle base. C'est le résultat de négociations quand Anthony Blinken a fait sa tournée en janvier dernier dans la région. Il a rencontré, comme l'a souligné Ahmed Kateb, plusieurs dirigeants au niveau de la région, l'Angola, et aussi la Côte d'Ivoire. En fait, je pense que c'est lié à l'aboutissement rapide de pourparlers, parce que la Côte d'Ivoire, qui est un pays quand même surendetté, a des intérêts, a un intérêt à améliorer, à renforcer ses relations. Oui, avec les États-Unis d'Amérique, en prévision d'une contrepartie liée à la capacité des États-Unis d'Amérique à influencer les institutions internationales pour l'obtention de financement et tout ce qui est lié donc à la finance internationale, sachant que il y a une petite présence américaine déjà en Côte d'Ivoire, comme il y en a à côté au Sénégal et d'autres pays de la région. Il y a le Bénin aussi. Le Bénin, le Ghana. Et en même temps, il y a une position quand même assez stratégique, parce que c'est une région qui est aujourd'hui dans le viseur aussi de la Chine. On parle de la Russie au niveau du Sahel central, mais au niveau du golfe de Guinée, vous savez que la Chine a entamé des négociations avec des pays comme la Guinée équatoriale et le Gabon pour une éventuelle ouverture d'une base militaire dans la région, qui est quand même assez stratégique. Le choix de la Côte d'Ivoire donc pour abriter cette base militaire serait donc dicté par rapport à la réceptivité des dirigeants actuels en Côte d'Ivoire par cette demande américaine. Un terrain d'entente semble avoir été trouvé rapidement, et comme il y a eu urgence, puisqu'il fallait trouver un point de chute pour tous ces militaires. Quand même, on parle des milliers. Tout ce matériel militaire. Et tout ce matériel militaire, la Côte d'Ivoire n'est pas si loin du Sahel central. Oui. Vous avez parlé d'équipements très sophistiqués, notamment les Reapers, qui ont un champ d'intervention assez quand même sophistiqué, assez important. En même temps, le souci actuel des États-Unis d'Amérique, c'est de contrer l'avancée chinoise dans la région, parce que la Chine, elle est très avancée en termes de négociations pour sécuriser tout son plan, la route de la soie. Donc l'Atlantique aujourd'hui est dans le viseur de la Chine, et les Américains ont compris, d'où la fameuse réunion qui réunit tous les pays riverains de l'Atlantique pour une coopération. C'est aussi une façon de mettre tous ces pays sous le giron américain pour éviter toute infiltration ou tout mouvement qui serait contraire aux intérêts américains. Mais on a aussi, la Côte d'Ivoire est un choix, me semble-t-il, mon colonel Touarabi, qui s'est imposé presque de lui-même, parce que, alors, le Sénégal, qui est un allié de Washington dans la région,
Mais bon, depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, c'est un pays qui observe une posture souverainiste, donc qui aurait pu éventuellement dire non aux Américains. Oui, le Mali, le Burkina Faso, qui pouvaient éventuellement être une plateforme pour l'Amérique, pour l'armée américaine, ne sont plus une option puisqu'ils ont pratiquement basculé dans le camp russe. Le Bénin et le Togo ne faisaient pas tellement l'affaire non plus. Alors il ne restait pratiquement plus que la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire présente l'avantage pour les Américains d'être un partenaire militaire de longue date. Puis c'est un pays qui participe régulièrement à Flintlock. Tout à fait. En même temps, c'est le pays le plus occidentalisé de la région, le plus ouvert sur le monde occidental de la région. Et de par sa position géographique, parce qu'il fallait trouver un pays de la région. Effectivement, le choix, et je pense que j'ai dit que la négociation, la Côte d'Ivoire, elle était là, elle est prête, elle était déjà prête à accueillir cette base. Donc pourquoi aller chercher chez les Togolais ou les Béninois? Donc il y a ça. Et effectivement, Alassane Ouattara, ça fait longtemps, c'est un président qui est très ouvert sur l'Occident. Merci Mqalet Rabi. Je reviens vers vous, Ahmed Kateb. Est-ce que vraisemblablement la fermeture des bases américaines au Niger ont pénalisé l'Afrique? Je pose la question parce que, contrairement à ce qu'on pense, les États-Unis ne manquent pas de bases en Afrique. Alors, selon les chiffres des uns et des autres, l'armée américaine disposerait au moins d'une vingtaine de bases en Afrique. Alors, on n'en parle pas parce que les Américains sont extrêmement discrets, mais le fait est là. C'est-à-dire, pour les Américains, perdre une base ou deux bases au Niger sur les 20 dont ils disposent sur le continent africain, ça peut paraître vraiment insignifiant. Ou bien cette base qui abritait jusque-là des Reapers. Bon, je rappelle aux auditeurs d'Ifriqiya FM que le dernier soldat américain devra quitter le sol nigérien le 15 septembre, je crois. Tout à fait. Voilà, donc je suis tenté de dire que, les observateurs sont tentés de dire que ce n'est qu'une base de perdu puisqu'il y en a beaucoup en Afrique. Non, vous savez, j'aime bien ce titre d'un ouvrage d'Yves Lacoste, La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Oui. Et lorsqu'on voit sur la carte, la map monde, la position du Niger, on comprend pourquoi les deux bases étaient très importantes pour les États-Unis. C'était des centaines de millions de dollars d'investis dans ce pays par les Américains. Et le Niger, c'est pratiquement le centre du Sahel qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. Oui. Donc, il contrôle la Libye au nord. Oui. Le nord du Nigeria, le Tchad, la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso. Donc il a un rayonnement sur toute cette région qui est très important. Donc c'est pratiquement le cœur de l'Afrique. C'est le cœur du Sahel du moins. Oui. Et pour les États-Unis, perdre ces deux bases, c'est quand même coûteux d'un point de vue stratégique et coûteux d'un point de vue financier. Donc c'est pour ça que il fallait une alternative toute proche. Le dévolu a été jeté sur la Côte d'Ivoire. Oui. D'abord, elle a l'avantage d'être très occidentalisée, alliée stratégique de la France puis des États-Unis. C'est pratiquement l'un des deux derniers bastions de la France-Afrique dans la région. Oui. Et Alassane Ouattara, ancien haut fonctionnaire du FMI, donc très sensible à Washington, à l'establishment américain, à la vision néolibérale de la gestion du monde, etc. Donc tout ça a fait que la Côte d'Ivoire soit choisie tout de suite, parce qu'elle est frontalière déjà du Burkina Faso. Donc on reste adossé au Sahel. C'est ça. On contrôle toujours le Sahel via la Côte d'Ivoire. Donc si la base aurait été transférée vers la Namibie ou le Botswana, bon, là on dirait que oui, c'est vrai,
c'est une perte sèche pour les États-Unis. Le Botswana qui abrite une base américaine. Qui abrite une base. En tout cas, il y a une bonne vingtaine de pays africains qui abritent des bases. Oui. Déclarées. La plus grande base, on rappelle aux auditeurs d'Ifriqiya FM que la plus grande base américaine en Afrique se situe à Djibouti. À Djibouti, je crois, si mes chiffres sont bons, je crois que c'est 4000 GIs. Oui, c'est la plus grande base américaine dans le monde. Et Djibouti, c'est le pays qui a la plus forte concentration de bases étrangères sur son territoire. Sur son territoire, pratiquement. Les Japonais, les Espagnols, les Français, les Américains, les Chinois, etc., etc. Donc, pour revenir au Niger et la Côte d'Ivoire, la proximité de la Côte d'Ivoire, du Sahel et l'ouverture sur le golfe de Guinée. Donc fait que la Côte d'Ivoire soit choisie par le Pentagone pour abriter les bases transférées du Niger. C'est tout à fait logique parce que si on regarde la carte de l'Afrique, on comprend aisément pourquoi il y a eu ce transfert. On contrôle à la fois le Sahel et le golfe de Guinée. Et le golfe, on va y revenir, le golfe de Guinée. Moukhran et toi, Rabi, on vient de le dire, les Américains en Afrique sont militairement très présents. Néanmoins, ils sont extrêmement discrets. Ils ne font pas autant de bruit que, par exemple, les Français. Ils ne font pas autant de bruit que les Russes. Ils ne font pas autant de bruit que les autres. Selon les chiffres de l'Africom, alors vous avez en permanence sur le sol africain, quotidiennement, l'équivalent de 6000 GIs ou de 6000 soldats américains en opération. C'est quand même assez impressionnant. Ça prouve qu'au plan sécuritaire, l'Afrique est un continent extrêmement important pour les États-Unis. Et il y a un contraste. Alors, au plan sécuritaire, c'est un continent important, mais au plan économique, ça l'est beaucoup moins. Je dis ça parce que si on compare les investissements français en Afrique, si on compare les investissements chinois, les investissements européens, etc., on se rend compte qu'économiquement, les Américains sont quand même loin dans le top 10, alors que militairement, c'est quand même un continent extrêmement important pour eux. Comment on peut expliquer un peu ce paradoxe? On peut l'expliquer par le fait que l'Afrique a toujours été dans l'angle mort de la politique étrangère américaine pour la simple raison que les États-Unis d'Amérique a laissé l'Afrique à ses alliés. Donc les anciens colonisateurs qui justement sous-traités pour les Américains jusque-là. Pas forcément sous-traités, mais il y avait des rapports de confiance, d'alliés. Donc les intérêts américains sont préservés par ces puissances qui sont déjà là, qui connaissent le terrain. Voilà, donc c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne aujourd'hui. Les Japonais, quand ils sont en Afrique, c'est des alliés américains. Donc forcément, il y a toujours un terrain d'entente pour préserver les intérêts américains. On a constaté que depuis au moins 2 décennies, les puissances traditionnelles qui sont fortement implantées en Afrique ont perdu du terrain. Oui, il y a un recul. Au profit d'autres acteurs qui deviennent de plus en plus majeurs, comme la Chine, et le retour tonitruant et fort et bruyant de la Russie en Afrique. La Russie qui était présente à l'époque de l'URSS en Afrique, l'effondrement a fait que la Russie a perdu du terrain en Afrique. Là, elle revient en force. Et il y a d'autres puissances émergentes, l'Inde, vous avez l'Iran, la Turquie, vous avez aussi la Turquie les Émirats Arabes Unis qui viennent, le Brésil. Il y a les Émirats, le Brésil qui fait partie des BRICS aussi, qui s'intéresse de plus en plus au continent africain. Donc tout ça a fait que pendant de très longues années, sur le plan économique, l'Afrique n'était pas un élément central dans la politique américaine. Mais par contre, un peu sur le plan sécuritaire, depuis les attentats de 11 septembre 2001, les Américains ont commencé à s'intéresser à l'Afrique sur le plan sécuritaire en commençant de Djibouti, donc du golfe d'Aden, de la mer Rouge et donc de l'océan
indien. Donc c'est devenu un élément important de la lutte globale contre ce qu'on pourrait appeler le terrorisme. Voilà, ça a commencé comme ça et ça a évolué rapidement parce qu'aujourd'hui les Américains disposeraient, parce que le Pentagone ne l'a jamais confirmé, et c'est pour ça que c'est une présence très discrète. Alors, une vingtaine de bases dans 12 pays. Il disposerait en tout de 34 sites. Oui, c'est énorme. Donc 14 bases importantes. Et le maillage est très important. Alors il va de la Tunisie, parce qu'on oublie de parler de la Tunisie. Il va de la Tunisie. Officiellement, la Tunisie a démonté la présence militaire américaine. Voilà, donc en fait, les Américains, quand on a une preuve tangible de leur présence, ils disent que non, c'est des éléments pour la formation. C'est la présence de quelques éléments pour aider l'armée à former dans certains domaines. Des instructeurs. Des instructeurs, voilà, plus exactement. Sinon, ils sont présents. Vous avez eu la plus grande base que vous avez citée au Djibouti, mais il y a 5 bases militaires en Somalie, parce que c'est quand même très important. Vous avez aussi au Kenya, 4 bases militaires au Kenya. Vous avez en Ouganda, vous avez au Cameroun, une base de drones à Garoua, donc, et 2 sites au Tchad. Le Tchad aussi, même si tout récemment il y a eu une demande de clarification par rapport à cette présence de la part du gouvernement tchadien, mais pour le moment ils sont là. Et vous avez aussi un escadron au Ghana, au Gabon, en fait au Botswana. C'est un maillage assez important. Certains spécialistes, par exemple, dans le cas du Niger, ne parlent pas de 2 bases, mais parlent de 4 bases. Donc, oui, il y a la CIA, les bases de la CIA ne sont jamais déclarées. Tout à fait. Et tout le monde sait que, en plus des 2 bases déclarées au Niger, il y avait une base opérationnelle de la CIA. Et les Américains ne parlent pas de base, ils parlent de sites de sécurité coopératifs. C'est Cooperative Security Location. C'est un euphémisme. C'est un doux euphémisme. Merci Mkolan. Alors, une autre question. Alors, en s'installant en Côte d'Ivoire, l'armée américaine fait d'une pierre 2 coups. Alors, elle garde un œil sur le Sahel. Ahmed Katib l'a expliqué, donc le Burkina est juste à côté. Il y a d'ailleurs une frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les Américains gardent aussi un œil très attentif sur le golfe de Guinée. Alors, est-ce que le golfe de Guinée, Ahmed Katib, commence à faire est un objet de rivalité entre les États-Unis, les Occidentaux et d'autres pays? Pourquoi spécialement le golfe de Guinée? Qu'est-ce qui intéresse les Américains dans cette région? Alors vous avez donné en début d'émission une ébauche de réponse. Vous avez parlé de partenariat atlantique, machin, mais est-ce que c'est uniquement cela? Écoutez, le golfe de Guinée, c'est d'abord les champs pétrolifères de la Guinée équatoriale et du Nigeria. D'accord. Ce sont des champs en hydrocarbures très importants. Donc c'est une région énergétique importante. C'est une région énergétique très importante et qui n'est pas loin des États-Unis. C'est moins du mi-chemin entre le golfe arabo-persique et les côtes est des États-Unis d'Amérique. Oui. Donc, on voit que, éventuellement, les Américains, d'une pierre 2 coups, garantissent l'approvisionnement via la Guinée équatoriale et le Nigeria, mais surtout s'assurent que ces 2 pays ne tombent pas sous l'influence chinoise. Oui. Parce que les Chinois sont très entreprenants, sont très actifs. Oui. Pour le moment, il y a le corridor est-africain de la route de la soie, mais rien n'empêche qu'il y ait un corridor ouest-africain. D'ailleurs, si mes informations sont bonnes, je parle sous votre contrôle à tous les deux, les Chinois ont commencé à faire des travaux d'agrandissement de certains ports de la côte ouest-africaine, ce qui laisse supposer qu'ils pourraient aussi à l'avenir recevoir des bâtiments de guerre. Alors, des bâtiments de guerre, mais aussi garantir des quais pour leurs conteneurs. Oui. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est pratiquement
une deuxième porte vers l'Europe, vers la Méditerranée, via l'Algérie. Enfin, je fais la remarque parce que les Chinois à Djibouti, quand ils ont eu l'autorisation de mettre en place une base sur place, ils se sont contentés dans un premier temps de l'espace qu'on leur avait octroyé. Mais quelque temps après, ils ont entrepris des travaux d'agrandissement qui ont permis par la suite de recevoir un porte-avions, de bateaux de gros tonnage. Je parle des bateaux militaires de gros tonnage. Donc il n'est pas interdit de penser que l'opération ne sera pas rééditée sur les côtes ouest africaines. Mais puisqu'on en parle là maintenant, est-ce que vous pensez que l'intérêt des Américains pour la région se justifie plus par le souci, par des enjeux de sécurité maritime que par des enjeux énergétiques, sachant que maintenant les États-Unis sont assez indépendants en matière d'énergie depuis surtout la découverte du gaz de schiste, du pétrole de schiste, etc. Les routes maritimes aujourd'hui deviennent aussi un enjeu de premier ordre, non? Et on le voit avec ce qui se passe en mer Rouge. Oui. Donc l'Afrique de l'Ouest a repris du galon. Oui. Et on va en parler, ça sera l'objet d'une autre émission. On va parler aussi de la piraterie, etc. Donc ça permet aux Américains d'avoir un œil sur le Sahel, un œil sur les Chinois dans la région, un œil sur les matières premières et aussi un œil sur la sécurité maritime. Des routes maritimes. Voilà. Donc vous voyez, d'une pierre quatre coups. D'une pierre quatre coups, c'est énorme. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais bon, je pense qu'on va essayer quand même de nous poser la question. La question est adressée à vous, à tous les deux. Moi, je pense que un sujet qui n'est pas rapport avec le thème qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, l'armée française a annoncé très récemment la création d'un commandement pour l'Afrique. Alors, comment percevez-vous cette décision? À quel objectif cela peut renvoyer? Alors, on le constate, les Américains sont en train de réarticuler leurs dispositifs militaires et sécuritaires en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Les Français en font de même. On évoque même la possibilité de bases communes entre Français et Américains. Et très récemment, on annonce la création par Paris d'un commandement pour l'Afrique. Alors, à quoi cela peut correspondre? Enfin, c'est un recadrage de leur stratégie concernant l'Afrique. Auparavant, on a vu que les Français fonctionnaient au cas par cas. C'était plutôt du bilatéral, avec un commandement central. Les Français veulent rééditer l'expérience américaine de l'Africom et avoir une vision globale. Je pense qu'il y a eu un aggiornamento stratégique après la déconfiture au Sahel, et cela a conduit à une nouvelle réflexion qui aboutit à la création de cette structure unifiée, centralisée, pour pouvoir penser la sécurité de la France en Afrique et la sécurité en Afrique d'un point de vue français d'une manière intégrée. D'accord. Moukhala Tourabi, vous avez peut-être des éléments à ajouter par rapport à ça? Je pense ça va de soi, au fait, la décision de créer ce nouveau corps, donc qui est dédié à l'Afrique, l'Africom, qui est d'inspiration américaine. En fait, on a copié sur les... Une sorte d'Africom à la française. Voilà, une sorte d'Africom à la française, en réalité dictée par la réalité à laquelle la France est confrontée sur le continent africain. De plus en plus, la présence militaire française en Afrique est difficile à maintenir vis-à-vis notamment des populations. Il y a des dirigeants africains aujourd'hui qui leur disent faites-vous des discrets parce que on n'est pas à l'abri de manifestations, de protestations de populations qui vont nous mettre dans des situations difficiles, y compris avec des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, où il y a une centaine de militaires là-bas, mais ils sont très discrets. Je pense que la tournée faite par l'envoyé spécial
spéciale d'Emmanuel Macron dans plusieurs pays africains, au Tchad, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, a abouti à cette nécessité de réarticuler, de revoir complètement la stratégie de déploiement de l'armée française dans les différentes régions africaines, notamment le gros, c'est l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et justement, c'est fait pour à la fois contrer un peu la progression assez importante de la Russie au niveau notamment de l'Afrique de l'Est et le Sahel. On parle aujourd'hui d'une présence militaire au Tchad bientôt russe. Russe. Donc automatiquement, il y avait une nécessité de créer un commandement avec une nouvelle vision à mettre en place pour tenter de limiter les dégâts et probablement de revenir sur le terrain dans certains pays africains, en force, je veux dire. Merci beaucoup. Juste encore un petit élément, Ahmed Kateb. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une manière pour les Français de reculer, pour essayer de revenir, pour essayer de reconquérir le terrain perdu? Vous pensez que les Français vont rester sur cette posture de perdants? Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de recroiser le fer avec des puissances qui les ont mises dehors dans certains pays? Ce n'est pas à exclure, parce que la posture très discrète de la France par rapport au Mali, au Burkina, au Niger, donc a été plus, disons-le, suspecte, parce que les Français avaient l'habitude d'avoir le culot de parler haut et fort, l'arrogance néocoloniale, etc. Cette fois-ci, c'était très discret. Maintenant, avec la création de ce commandement, peut-être que les Français voudraient, à la lumière de changements possibles dans ces pays, revenir par la grande porte. Ouais. Très bien, merci à vous deux, merci pour ce passionnant débat. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de nouveau numéro de Grand Angle. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Adel. Nos remerciements vont également au service multimédia d'Ifriqiya FM qui travaille tous les jours d'arrache-pied pour être à la hauteur de vos attentes. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM et au revoir.